Je m'appelle Véronique Cohn, je suis psychologue, psychothérapeute et spécialiste de la relation amoureuse. Je me suis spécialisée, ça fait une dizaine d'années, sur ce sujet, l'amour. Tout simplement, je pense que parce que je fais partie de mon époque. Je pense que nos contemporains, et je pense que vous tous êtes concernés par ce sujet de la relation amoureuse. Et moi, personnellement, j'avais envie, je pense comme vous tous, de réussir en amour. C'était hyper important dans ma vie d'explorer la relation amoureuse, de vouloir faire couple et pas n'importe quel couple, de m'épanouir, de trouver le bonheur à travers la stratégie de la relation en amour. C'était un thème central de ma vie. Et je pense que ça, on est très bercé à Walt Disney, on est très bercé au prince charmant, à l'idéal romantique, à l'épanouissement sexuel. Enfin, il y a des injonctions sociétales comme ça très fortes pour nous indiquer que le vecteur de la relation amoureuse et du couple, ça peut être vraiment salutaire pour nous et ça peut nous réjouir beaucoup. Mais ça peut aussi beaucoup, du coup, provoquer notre malheur. Et donc là, puisqu'on est sur la santé mentale, je vais en profiter pour développer... j'ai envie de développer 3 points par rapport à l'amour et la santé mentale, puisque c'est quand même ma spécialisation. D'une part, j'ai envie d'inventer un concept ce soir. Oui, voilà, ça m'a pris comme ça en les écoutant. Je me suis dit, tiens, je vais parler du surattachement en amour, qui pourrait être une forme excessive d'être mal attaché en amour et donc de souffrir beaucoup, ou de sous-attachement en amour, qui pourrait être une autre forme d'attachement, je dirais pas très sain, et qui nous ferait aussi pas mal de mal en mode privation, un peu comme le sur-régime et le sous-régime. Elle a parlé de surexcitation, et ça m'amènera aussi dans le surattachement à parler, je pense, de l'addiction à l'intensité, qui concerne quand même beaucoup de personnes dans la relation amoureuse. Il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de l'état amoureux et amoureux de l'intensité de l'histoire de la love affair, comme j'appelle ça. Voilà, donc ça serait intéressant que je puisse vous transférer, diffuser quelques idées là-dessus que j'ai. Et puis, ça me permettra de faire le lien sur le livre que j'ai écrit il y a quelque temps sur les profils amoureux, parce qu'on a des profils de personnalité les uns les autres, même si j'aime pas trop les histoires de catégories, de classification et de stigmatiser les gens là-dedans. Mais c'est intéressant, moi ça m'a beaucoup intéressé d'aller trouver des modèles théoriques sur les grilles de lecture de la personnalité, pour essayer de m'y retrouver, de voir comment je peux me cerner un peu mieux, connaître mon fonctionnement et puis connaître mieux cerner celui qui est en face de moi, mon partenaire ou mes partenaires, pour voir est-ce que ça va être compatible, mais pas tant la compatibilité, mais surtout est-ce que je peux décoder, est-ce que je peux avoir les codes pour mieux comprendre, mieux être empathique, mieux fonctionner avec, moins me prendre les pieds dans les méandres de mon propre fonctionnement, mes propres blessures qui vont résonner, m'activer, me stimuler quand je suis en relation amoureuse, etc., qui vont faire beaucoup souffrir et dysfonctionner la relation sans m'en rendre compte et sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà, donc c'est un peu le développement que je vais faire, surattachement, sous-attachement, addiction, intensité, et le lien avec les profils amoureux. Alors, tout un programme. J'espère que j'ai un peu le temps de développer tout ça. Alors, moi, je suis auteure et conférencière et j'aime beaucoup prendre la parole. J'ai une chaîne YouTube où chaque semaine, quasiment, je fais une conférence sur un thème, sur la relation amoureuse. Je prends un angle et je décortique les mécaniques. Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, parce que Julien a beaucoup parlé d'expérience. Je pense que si on n'expérimente pas dans le corps et dans les émotions et dans le vivant en nous, on reste au niveau mental et théorique, et donc ça donne pas grand-chose. En même temps, pour moi, l'expérience est ajustée au niveau de la compréhension et de l'élaboration, parce que sinon, le mental, il sert quand même à quelque chose. Cognitif, ça nous permet de prendre du recul, d'analyser, de traiter les informations, de décortiquer. C'est ce qui m'a souvent intéressé, c'est de décortiquer les mécaniques en jeu dans les relations amoureuses. Donc du coup, je vais commencer par parler pour moi, c'est quoi la notion de surattachement. Le surattachement, qui peut être une problématique de santé mentale, c'est on est en excès d'attachement, ce qui va donner naissance au terrain de la dépendance affective, je pense. On a tellement la croyance, et c'est probablement aussi une représentation normée de ce qu'est l'idéal romantique, ce qu'est l'idéal du couple. Je veux tellement réussir, on est dans une société performative, donc on veut réussir notre couple, on veut le bonheur, en fait, un peu excessivement le bonheur d'ailleurs, on est un peu excessivement attaché à être heureux, de manière parfaite, et ça nous crée des pièges, parce qu'on n'accepte pas que parfois on n'est pas toujours hyper heureux en amour,
et qu'on a des blessures et des imperfections, et que l'autre aussi, hein, on veut trop tout bien réaliser, tout bien réussir et ne rien rater. Et d'ailleurs, c'était mon cas. Et donc, du coup, avec cet idéal, cette exigence ou cet idéal performatif de réussir un couple, etc., on peut aussi se piéger dans cette notion de surattachement, qui est je vais m'attacher en trop, c'est-à-dire je vais trop vouloir que ça marche, je vais trop donner, je vais tout donner. On entend des gens qui disent comme ça, je donne tout en amour, voilà, voilà, je donne mon cœur, mon être, mon âme, mon sexe, et vas-y, que je te donne tout, parce que quoi? Parce que j'attends tout en retour, en fait, parce que j'attends que ça marche, plus, plus, plus. Voilà, et donc, c'est pas que c'est malsain, mais c'est un peu... c'est si je donne tout, je fusionne complètement avec l'autre, et je peux me perdre facilement. J'ai aussi écrit un bouquin là-dessus, c'est quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre et me fait tout perdre, en fait. Me fait me perdre, surtout moi. Hein. Et donc, pour faire le lien avec ce que disait Julien et même Patricia, c'est que quand on est trop dans cette volonté de réussir ce couple et de se donner à fond et de mettre en thème central la relation amoureuse, parce qu'on a tellement envie de donner et de recevoir, en fait. On est des animaux sociaux, donc on a besoin de ce lien. On a envie tellement de cette relation chouette avec une personne spéciale et unique sur laquelle on pourrait vraiment compter, s'attacher, être épanoui, etc. Il y a une telle volonté d'y arriver que du coup, on se décentre. Et que du coup, on s'oublie là-dedans, la plupart. Ça, c'est le surattachement. Hein, c'est le terrain de la dépense affective. Donc, cette connexion à soi dont parlait si bien Julien tout à l'heure, disait mais oui, mais si vous avez de la volonté, vous pratiquez une forme de discipline, hein, j'espère que je ne déforme pas ces propos, et cette discipline qui fait qu'on est connecté à soi, et connecté à soi par le sport, par l'alimentation, par répondre à ses besoins, par la connexion à la nature, se faire du bien en fait. Voilà, toute cette discipline qui est je me connecte à moi, je ne m'oublie pas, et effectivement, dans l'expérience, parce que moi, en plus, je suis exactement le même profil de personnalité que je pense, et donc, du coup, je pratique cette autodiscipline depuis toujours. Et ça me donne de l'énergie, de la vitalité. Je suis très... à telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais la cuisine, à telle heure, je suis au sport, je fais 2 heures de sport par jour, à telle heure, je suis au travail, mais pas tant que ça, mais à telle heure, voilà. Donc, c'est sûr que les gens qui ont cette volonté, cette discipline pour ne pas s'oublier, se connecter à soi et savoir répondre à leurs besoins, c'est un plus. Sauf que quand on est surattaché, et c'est là où je voulais compléter ces dires. Quand on est surattaché, c'est-à-dire, et certes, il y en a une qui l'a dit tout à l'heure, et comme ça, mais moi je préfère partager un moment, par exemple, de contemplation dans la nature, ou d'aller faire du sport avec un partenaire amoureux, ou un ami avec qui je me sens bien, que tout seul. Et oui, parce que l'histoire du lien, c'est que quand on est surattaché, on a cette représentation que c'est mieux à deux, en fait, avec un proche avec qui on va partager quelque chose. On partage, partager, c'est chouette. Tout seul, bof. Voilà. Et c'est pas si vrai que ça, mais c'est vrai que ça fait partie aussi du lien d'attachement. Et notamment quand il y a eu des carences dans l'enfance ou des manquements dans l'enfance, ou ce qu'on appelle les traumas du développement, c'est beaucoup plus difficile de savoir se connecter à soi et savoir répondre à ses besoins, à ses envies, donc étant ce qu'on appelle une forme d'autoparentage. On se parente soi-même, on est un bon parent pour soi-même, on se veut pas, on n'exige pas de soi d'être extraordinaire, de faire des réussites, d'être parfait, machin, tout ça. Quand on est un bon parent pour soi, on a plus de facilité à savoir se connecter à soi et répondre à ses besoins, donc à avoir cette volonté de discipline. Donc moi, j'excuse tous ceux qui n'y arrivent pas si bien que ça, parce que c'est pas volontaire. Il y a souvent une envie de prendre soin de soi, parce que je vais m'inscrire à un club de sport, je vais bien m'alimenter, je vais aller faire un voyage, ça va me faire du bien. Et puis, dans la pratique, pouf, 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 les bonnes intentions, ça fait pouf, pouf. Mais à mon avis, et je parle des surattachés, c'est qu'il n'y a pas que le problème du surattachement, mais je pense que le lien pour eux est soutenant. C'est-à-dire, s'ils avaient un lien soutenant, c'est plus facile. Tiens, je vais partir avec la copine, aller faire du sport. Tiens, il y a quelqu'un qui va aller avec moi faire du vélo. Et en même temps, ça complique l'histoire parce que attendre de l'autre, que l'autre nous comble ou que l'autre réponde à notre place, à nos besoins, c'est mission impossible. Et elle l'a dit aussi, Patricia, hein, c'est amour de soi, enfin, je veille sur moi, je prends soin de moi pour prendre soin de l'autre. Je ne peux pas faire cette impasse, c'est pas possible. Mais il y a une facilité aujourd'hui à croire que la stratégie de la relation amoureuse et du couple
va nous aider à nous sortir de nous, à nous extraire de nous, à nous réparer, à nous mener au bonheur directement, sans passer par cette case de se connecter à soi et de savoir soi-même répondre à ses besoins. Donc dans cette problématique du surattachement, que je suis en train de développer ici, d'ailleurs je vais créer un test qui sera dès demain sur mon site, êtes-vous quelqu'un de surattaché, et comment quelques pistes concrètes pour être plus dans un attachement, je dirais, plus sain, que vous aurez en libre service. Donc cette idée que je suis en train de développer, le surattachement, c'est aussi... ça va aussi mener à des problématiques d'agitation mentale aussi. Hein. Quand je suis surattachée, moi j'ai sans arrêt des patients toute la journée qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui la limérance. Je ne sais pas si ça, tout le monde connaît, mais enfin bon, bref, c'est un joli concept, la limérance. Bon, je la fais en courte. C'est un concept qui a été inventé il n'y a pas très longtemps. On classifie beaucoup, on est à la mode, quoi. Bon, alors, la limérance, très connue, c'est quand tu es envahi obsessionnellement par le partenaire, par la relation amoureuse avec ce partenaire X. Et donc, tu y penses tout le temps. Tu ne peux pas contrôler tes pensées. Tu y penses tout le temps, tu y penses tout le temps. La limérance. Mais comment ça s'écrit? L-I-M-E-R-E-N-C-E. Bon, enfin, t'es envahi, t'es obsédé, voilà, t'es upset, soit parce que tu fais pas le deuil, soit parce que tu penses à ton futur, soit tu penses à ton ex, tu penses à celui-là qui est là, ou à celle qui est là, et t'arrives pas toute la journée. Par exemple, là, je suis en conférence, si j'étais dans la limérance, je serais en train de penser à qu'est-ce qu'il fait, à quelle heure je le vois, pourquoi il n'a pas écrit. Voilà. Quand il y a, mais pas que séparation, c'est aussi tu es en relation et tu es toujours en train d'y penser. Il y a ce sentiment de manque et ça crée l'addiction à l'intensité, évidemment. Hein. Quand tu es obsédé par quelqu'un, ça prend une place énorme. Tu travailles moins bien, tu es moins concentré, tu laisses tomber les autres sphères, tu n'arrives pas, c'est au détriment des autres sphères de ta vie. Donc évidemment, tu ne peux pas te connecter à toi. Dans ces moments-là, cette volonté, pour moi, hein, cette volonté, cette autodiscipline qui est, bah oui, mais je vais me faire du bien, je vais aller faire du sport. Bah, tout ça, ça fait poum, poum, poum. Ça ne peut pas tellement marcher. Et les gens procrastinent d'ailleurs parce qu'ils sont trop concentrés, trop sur la relation. Ils attendent trop de la relation amoureuse. Quand on attend trop de la relation amoureuse, on est complètement irréaliste en fait. Il y a un endroit... Mais je suis en train de le rendre conscient. C'est parce que justement, c'est le problème, c'est parce que justement, on méconnaît que dans la réalité, on n'a pas tant besoin que ça. C'est la croyance comme quoi la relation amoureuse va me réparer, va réparer mon enfance, va vraiment me donner de la joie, du bonheur, je sais pas quoi. C'est toutes ces croyances normées et ces demandes de réparation de l'enfant blessé en nous qui font qu'on se surattache. Et que du coup, on n'en est pas tellement conscient, c'est involontaire, mais c'est bien le problème. C'est qu'on est envahi par ces histoires de love affair et qu'on n'arrive pas à faire, et on se culpabilise. En pire, c'est qu'on se dit, ah, mais pourquoi je fais ça, mais c'est nul, je ne devrais pas, etc. On se tape dessus, donc on se rajoute de la pression, et là, ça joue pas, quoi. Donc, le truc, c'est que quand on est surattaché, déjà être conscient que c'est pas volontaire. Je pense qu'il faut déjà, moi, ce que je fais en thérapie souvent, c'est que, ou dans les stages, pareil, c'est que je fais examiner, ça c'est le symptôme, le surattachement, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe que j'ai une tendance à être attachée en trop et à croire ou à vouloir que ça marche tellement et que l'autre est pas ma moitié, mais presque, que l'autre va me combler, quoi. S'il est dans ma vie, si j'arrive à obtenir cette personne dans ma vie, alors probablement, je suis sûre que je serai heureuse. Ou quand par exemple, j'ai construit un projet couple, à l'idée que dans ma tête, ce projet couple se casse la gueule, alors je commence à être complètement effondrée, ravagée, flétrie, parce que j'avais projeté une trajectoire. J'avais un objectif en tête. Et donc, mon objectif, c'était réussir ce truc, réussir ce couple avec cette personne qui avait du potentiel. Et paf, à un moment donné, tout s'effondre en cacahuète. Et donc, du coup, je ne peux pas me maintenir. Ces zones d'effondrement liées au surattachement, qui sont, à mon avis, à cause de ces représentations normées du bonheur par le couple, un couple réussi, et des demandes de réparation de l'enfance. Donc, ces deux points. Après, je vais examiner cas par cas, en général en consultation, qu'est-ce qui provoque ce terrain de la dépendance affective où je vais m'agripper à l'autre et je ne vais pas pouvoir le laisser partir si on n'est pas compatible, si c'est trop compliqué, si je me pourris la vie avec l'autre. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point aussi, donc on va parler, là je vais parler de l'addiction à l'intensité, parce que c'est aussi avec la santé mentale, quand on est addict à l'intensité, il y en a beaucoup, c'est pour ça que ça parle à beaucoup de gens. Puis moi-même j'ai eu une tendance
à m'agiter sur la relation amoureuse, donc à être dans cette intensité de l'émotion, de l'état amoureux, en fait. Donc l'état amoureux, vous savez, enfin, je l'ai développé hier en plus en conférence, c'est les papillons dans le ventre, c'est une vibration, une alchimie, enfin, t'es là, t'en peux plus, ouais, c'est très chimique. Et donc, le bon de l'état amoureux, c'est l'envie de déplacer des montagnes, t'as de l'énergie, à deux, on ferait n'importe quoi, tu fais... Donc, tu es au sommet de ta forme, mais c'est éphémère parce que c'est quand même très boostant. Donc, tu peux pas tenir comme ça agite beaucoup. Hein. Donc, c'est un peu intense, c'est très de la chimie du stress, en fait. Hein. Donc, l'organisme, il peut pas être tout le temps... il peut pas gérer et tout le temps c'est cette chimie du stress. Donc à un moment donné, il peut pas se maintenir quoi. Donc voilà. Donc l'addiction à l'intensité, ça s'organise sur l'état de manque. Il n'y a pas d'addiction à l'intensité si on ne manque pas de l'autre. Et quand on manque de l'autre, on a du désir. Donc ça fait partie des ingrédients de l'état amoureux, hein, vous avez compris, le désir, le manque. L'envie d'y retourner parce qu'il y a eu du bon, du très très bon. J'ai goûté à un truc génialissime qui me complète, qui me fait me sentir hyper plein, hyper au sommet, hyper tout ce qu'on veut, d'accord? Donc ça nourrit des choses très profondes et archaïques chez nous et notre enfant intérieur. Hein. L'autre, en plus, souvent, il nous prend dans les bras, il nous regarde comme ça. Donc on se sent connecté, hein, le mot connexion. C'est magnifique, il me connecte, je me sens connectée, ça y est, cette personne me regarde, me fait me sentir exister, je vibre, je vibre, je vibre. Et bon, donc ça vibre tellement haut, là, les vibrations, qu'après, ça crée une addiction. J'ai envie d'y retourner. Donc, mais c'est aussi du surattachement, ça. Parce que ça veut dire que je suis addict, non pas tant que ça au partenaire, mais je suis addict à mon état amoureux, en fait. Je suis addict aussi à mon manque. Et il y a souvent, chez ces personnes qui sont addictes, une familiarité, hein, dans l'histoire, si on fait l'anamnèse, il y a une familiarité avec j'ai manqué, et ça ne me faisait pas du bien du tout de manquer quand j'étais enfant, de soins, de ce que j'avais besoin. Mais en fait, je répète quand même ce truc du manque, en croyant vraiment que si j'ai pas cet état-là, si je ne trouve pas cet état de haute vibration, alors je ne me sens... Ma vie est fade, en fait. Alors quoi? Parce que je pose souvent la question. Et alors, vous souffrez, vous vous plaignez, là, vous venez... Enfin, moi, je suis des fois, un peu confrontante quand même. Hein, je vous dis, je peux avoir des côtés un peu pas raides, mais si, quand même. Hein. Donc, je tourne pas autour du pot, comme ça, dire, là, c'est là le problème, donc arrêtez de me raconter des histoires et de vous raconter des histoires. Alors, mais pourquoi qu'est-ce que vous risquez à arrêter? Vous venez, vous vous plaignez de souffrir de cet état amoureux, mais qui vous embête avec ce partenaire, vous êtes envahi, tout ça. Quel serait le risque à ne plus opter pour l'état amoureux? Vous savez que cet état amoureux, ça vous fait souffrir. Vous n'arrivez pas à lâcher l'histoire. Pourquoi vous continuez avec ça? Eh ben, la plupart des gens me répondent, c'est parce que sinon, je vais quoi? Sinon, ma vie va être fadasse, quoi. Je vais m'ennuyer, je vais me retrouver en contact avec mon vide. Et on revient à cette histoire de prendre soin de soi. C'est pourquoi est-ce que je fais en ce moment un travail, une formation en ligne sur le vide affectif. Pourquoi est-ce que cette histoire d'état amoureux est en lien avec le vide affectif, la solitude? Parce que si je me retrouve sans cet état amoureux, ces états de manque, ces états intenses qui fait le yo-yo comme ça, et que je lâche ça, je me retrouve confrontée à moi et mon vide sidéral. Et mon vide affectif, mon vide existentiel, enfin toute cette question de moi et moi en face de moi. Et ce sont souvent des zones d'effondrement pour plein de gens. Ça peut même être des moments de panique, quoi, de retourner à ces moments de solitude. Parce que très souvent, chez la plupart d'entre nous petits humains, quand il y a une certaine époque, on a des mémoires traumatiques, des moments de solitude. On ne nous a pas assez protégés, on n'était pas vraiment là pour nous, on nous a laissé pleurer, on ne nous a pas dit ce qui allait se passer pour nous. Enfin bon, bref, on est quand même très fragile quand on est petit. Et ça dure longtemps, cette histoire. On est autonome très tardivement quand même, hein, nous les bébés humains. Donc du coup, toutes ces mémoires traumatiques, des moments de solitude et d'impuissance sont réactualisées dans notre vie d'adulte. Donc à l'idée de se passer de cet état amoureux qui nous met soi-disant en haute vibration, il y a énormément de souffrance à la clé, hein, pile et face. Hein, et à la fois, j'ai vu par moment, mais à la fois, des fois, je vibre plus du tout. Quoi. Je me prends la tête toute la nuit, je ferme plus l'œil. Et donc, il parlait du sommeil. Mais quand on est dans ces trucs d'intensité à la relation, on dort pas bien, en fait. On dort super mal, on est toujours en train d'y penser, on dort plus. On a envie de bien dormir, mais on y arrive. En fait, tous ces trucs d'autodiscipline,
ça marche moyen, même si on en a envie, hein, parce qu'on est trop dans ce truc de « et je me retrouve avec quoi, mais je suis agitée mentalement, je suis vraiment mal, et du coup je crois que si l'autre était dans ma vie, ça allait m'apaiser », et c'est ça la fausse croyance. Le surattachement, et je crois vraiment que s'il était là, ça calmerait mon système nerveux, ça réglerait mes problèmes. Moi, je sais, je l'ai vu sur moi. J'avais toujours l'impression... En fait, c'est ce que j'appelle l'appel du sauveur dans le surattachement. L'appel de l'autre qui va réparer cette histoire du sentiment de séparation. L'autre va me permettre de ne pas me sentir séparée. Donc, il va me combler, me prendre dans les bras, ça va me contenir, ça va me faire me sentir exister, me faire me sentir protégée, donc m'apaiser. Mais il ne peut pas m'apaiser à ma place. Il ne peut pas me protéger. Personne ne peut me protéger à ma place. Personne ne peut me donner un sentiment de sécurité à ma place. Parce l'autre n'est pas à ma place, donc il n'est pas en mesure de répondre et de savoir ce qui est bon pour moi à l'instant T. C'est impossible, mission impossible. Donc ces attentes irréalistes de la relation amoureuse et d'être amoureux de l'état amoureux créent l'addiction à l'intensité, mais créent aussi des pièges énormes qui, tant qu'on n'en a pas conscience, ces patients, ou même moi quand j'étais dedans, continuaient de prendre la direction de l'état amoureux au lieu de dire mais peut-être que je peux arrêter de vouloir cet état amoureux. Et que se passe-t-il si j'arrête de prendre cette direction? C'est une direction, hein. Je préfère souffrir, je leur dis souvent, mais, alors, vous prenez la direction de l'état amoureux, alors acceptez d'avoir le manque et de souffrir. Et d'être envahi, et de ne pas dormir, et de continuer. Accepter le truc, parce que assumer, il n'y a pas que le bon d'être amoureux. Et en général, c'est compliqué, parce que ça va faire face au vide. Donc c'est courageux d'aller vers soi et de dire, je vais prendre la deuxième direction, qui est une option complètement inversée, c'est la direction de l'autonomie. Et j'aimerais bien qu'on en parle ici, parce que l'autonomie, c'est pas faire seul. Alors ça, seul, en santé mentale, je dirais, pour moi, ça serait le sous-attachement, si je fais le lien. Et le sous-attachement, c'est on s'attache en trop peu. Là, on était en sur-régime, là, on est en sous-régime. Donc, en trop peu, pour moi, ça donne une forme de frilosité qui va correspondre à ce que j'avais nommé, j'avais travaillé sur 5 profils amoureux liés aux 5 blessures qui ont été travaillées aussi, les 5 blessures qu'on voit un peu partout. Donc, c'est la même idée, mais en 5 profils amoureux. Et donc, dans ces profils, j'avais appelé ça, je l'avais surnommé le frileux de l'amour, qui est en fait le type schizoïde, peu importe en psychopatho. Mais voilà, ça donne ce côté, moi j'y vais mais j'y vais pas, j'y vais mais je repousse, j'y vais en mode évitement ou en contre-dépendance, ou je mets un pied dedans, mais bon, c'est pas très sécurisant tout ça, donc je retourne tout seul dans mon truc, ou je vais faire avec autre chose. En fait, j'anticipe trop de souffrance, donc j'y vais pas vraiment. Donc c'est tous ceux qui ont du mal à l'engagement aussi, sont plutôt en sous-attachement. Ce qui n'est pas tellement mieux que le surattachement. De toute façon, ça fait en général des profils qui s'emboîtent. Hein. Vous avez toujours un surattaché qui court derrière, un sous-attaché, comme par hasard. Donc, c'est celui qui... Enfin, moi, je trouve ça assez mignon. T'en as un qui regarde... Alors, il me regarde, et puis l'autre, il est là, il est à côté, puis il regarde là-bas, il regarde dans l'autre direction. Donc, t'en as un qui court derrière, et l'autre, il regarde... parce qu'il se sent intrusé, envahi, et donc il part dans l'autre sens. Bon, c'est un classique du genre, dans le sous-attachement, qui est aussi une problématique d'être dans un attachement en excès, en sous-régime, qui colle beaucoup de stress aussi. Hein, parce que ces personnalités-là, elles sont assez figées. Alors l'intensité, non, hein, tout est plutôt... l'intensité va être trouvée ailleurs dans la vie. Alors elles gèrent bien leur solitude, mais par contre, au niveau du lien, c'est froid-chaud, c'est ambivalent, ça peut être... bon, après, je ne fais pas le lien avec la théorie de Bowlby, mais ça crée des attachements qui ne sont pas très sécures et pas très stables, en fait. Hein. Voilà, donc on peut s'y attendre, mais en même temps, pour ces profils de personnalité, je pense qu'ils ont aussi à travailler sur ce sous-attachement, au lieu de dire « Ah, mais moi, je gère bien la solitude, tout va bien. Moi, c'est les doigts dans le nez, moi, j'aime bien un peu, mais pas trop. » Ou alors, je ne vais plus du tout dans la relation parce que... moi, je suis tranquille, je gère bien ma vie de célibataire ou je sais pas quoi. J'ai plus du tout envie d'y aller. Bon, ça, c'est louche aussi. Ça, c'est plus des problématiques de sous-attachement parce que, pour moi, puisqu'on est sur la santé mentale, quelqu'un qui serait en bonne santé amoureuse, si je pourrais le définir comme ça, ce serait quelqu'un qui est ni dans le sur ni dans le sous. C'est quelqu'un qui s'attache de manière plutôt sécure d'ailleurs, en tant qu'adulte. Hein, rappelez-vous qu'il y a très peu de personnes qui ont un attachement sécure dans l'enfance. Hein, je crois que c'est à peu près 20% d'attachement sécure chez les enfants. Mais l'adulte peut aboutir à cet attachement sécure. C'est possible en travaillant dessus
de modifier les lignes. Je ne dis pas on modifie tout, on ne se libère pas de tout, mais on peut passer d'un attachement insécure, un attachement anxieux, un attachement désorganisé, à un attachement un peu plus sécure, comme ça, plus stable, d'augmenter un sentiment de stabilité interne en faisant quoi? En prenant soin de ça, ça a été dit, hein, les deux l'ont dit, mais je le répète, je mets la couche, en sachant prendre soin de soi, en sachant vraiment s'occuper sérieusement de soi, donc d'être dans le respect de soi, l'amour de soi, et de se connaître bien et de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien dans la vie, qui ne sera pas la même chose que mon voisin. Si la méditation marche pour moi, ça peut ne pas marcher pour toi. Le vélo, le sport peut marcher pour moi, ça peut ne pas marcher pour toi. Donc chacun doit trouver ses trucs, en fait. Ouais. Et puis, doit être l'histoire de prendre soin de soi, c'est aussi en fonction de l'instant. Si maintenant j'ai plus besoin de faire une relaxation parce que je me sens fatiguée, je vais me relaxer. Mais si par exemple maintenant j'ai plus envie de faire une petite danse parce que c'est le moment de faire une petite danse qui me fait du bien, je vais faire une petite danse. Je ne vais pas tous les jours à la même heure. C'est plutôt en fonction du ressenti, hein, prendre soin de soi. Mais cet élément, cet ingrédient ce respect de soi, il est quand même très important avant d'être dans le sur et dans le sous-attachement. Donc pour moi, une relation plutôt saine, je dirais, ou plutôt en bonne santé mentale, si on peut dire ça, il n'y a pas d'agitation plus que ça c'est assez tranquille, c'est-à-dire on part tranquille dans la relation amoureuse. Alors, on n'est pas des super agités en mode addiction à l'intensité, le partenaire, faut pas que je le perde, mais comment je vais faire, si je le perds, c'est la fin du petit cheval. Non. Mais on peut y accéder que quand on a un certain sentiment de sécurité interne déjà. Et le sentiment de sécurité interne, c'est très concret, c'est pas un truc conceptuel, ça se gagne, et je rejoins beaucoup Julien là-dessus, par une certaine stabilité de son système nerveux, c'est-à-dire que par une certaine stabilité interne. Et comment on gagne en stabilité? En sachant se faire du bien, en nous connaissant bien, ce qu'il a dit, hein, en sachant qu'à cette heure-là, ce qui me fait du bien, c'est ça. Là, c'est plutôt de manger comme ça. Là, c'est plutôt de voir un ami. Là, c'est plutôt de me reposer toute seule ou tout seul, parce que là, j'ai besoin d'un temps de solitude. Donc, c'est vraiment de pouvoir organiser sa vie quotidienne, et pas juste je pars à Bali, je me fais un voyage, ça va être extraordinaire, et que j'ai des vacances enchantées, pour combler ou pour compenser une vie qui globalement me saoule, m'épuise ou me fatigue, parce que c'est ça aussi, hein. Les gens utilisent soit le voyage, soit les trucs extraordinaires, soit les trucs intenses, soit la relation amoureuse intense, pour compenser une vie pourrie, une vie où ils ne s'éclatent pas du tout, où ils ne prennent pas soin d'eux, où ils s'épuisent, où ils ne s'intéressent pas, où ils sont en contrainte tout le temps, contrainte et forcée, où ils savent pas être vraiment en contact avec eux dans cette réalité de tous les jours, quoi. Cette réalité, pas dans l'idée. Parce qu'à un moment donné, elle en parlait parce que souvent c'est à l'idée que ça va me faire du bien d'aller faire ce voyage avec un tel. Ouais, très bien, mais enfin pour l'instant je peux pas aller faire ce voyage avec un tel, puisque là je suis en ce moment je travaille trop, donc j'ai besoin de maintenant, ici et maintenant, puis tout à l'heure, de voir quelles ressources je place pour stabiliser mon système nerveux. C'est pas parce que je vais faire le voyage, je suis pas réaliste. Donc c'est pas à l'idée que je vais faire un truc dans 10 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, même si ça me fait du bien maintenant, mais c'est pas un travail sur le contact à la réalité. Et prendre soin de soi, pour moi, se connecter à soi, c'est vraiment être en contact avec la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? C'est pas un machin imaginaire. Sinon, je me crée des imaginaires en disant « Ah, j'ai un idéal de comment je vais faire pour aller bien. Alors, je vais partir à Bali avec un tel, ça va tellement me faire du bien. » Et ça, pour l'instant, c'est pas ce qui se passe là. Donc, je résous rien maintenant. Je ne prends pas soin de moi. Donc ça, c'est le premier point. Pour moi, un attachement plutôt sain et serein, et ça serait un attachement tranquille et sécure, et où je sais prendre soin de moi, mais je le fais concrètement, je pose des actions concrètes, et je fais attention dans la relation à l'autre, que je reste connectée à moi pendant que je suis dans la relation à l'autre. C'est pas juste quand je suis toute seule, à me gérer mes trucs toute seule, là je suis pas stimulée, donc c'est tranquille. Mais on est stimulé et restimulé beaucoup plus dans la relation amoureuse, parce que c'est l'affectif. Et l'affectif retraduit les blessures de l'enfance. Là, il y a des enjeux. Il n'y a pas d'enjeux quand vous êtes, en général, beaucoup moins d'enjeux avec vos collègues, avec vos amis, etc. Vous ne mettez pas des enjeux de dingue. Les enjeux se trouvent spécifiquement dans la relation amoureuse parce que ça rejoue des problématiques de l'enfance, avec papa, maman, les frères, les sœurs, les camarades d'école, etc. Donc c'est normal qu'il y ait des enjeux. Maintenant, si vous apprenez vraiment à être connecté à vous et à répondre à vos besoins et à vos envies, c'est ce qu'on appelle l'autoparentage,
il y a plus de chances et que vous mettiez en place ces actions dans votre expérience physique. Il faut l'éprouver, ce truc, hein, sinon ça ne marche pas. La volonté ne suffit pas. Il faut vraiment que vous en tiriez le bénéfice. Il en parlait un peu, il disait, Julien. Il faut vraiment que dans le corps, vous sentez qu'il y a un bénéfice, vous avez plus d'énergie et vous êtes moins scotché à vos représentations, comme quoi le partenaire va vous sauver la vie grâce au partenaire, je ne sais pas quoi, vous allez faire un truc génialissime. Non, c'est vraiment le bénéfice, va être là. Quitte à vous priver de cet état amoureux up, pour augmenter un sentiment de stabilité. Parce que plus on se sent stable, plus on peut mener des relations où on est connecté à soi et connecté à l'autre. C'est-à-dire qu'on prend soin aussi de l'autre en sachant poser nos limites, en négociant, en communiquant. Bon, ça c'est l'idéal, hein. Et en ne faisant pas passer l'autre avant soi, voilà, des choses comme ça. Alors ça se développe et ça s'apprend, c'est le chemin presque d'une vie. Hein. Pour moi, c'est pas un truc qui est paf, pas parce que vous m'écoutez en 2 minutes, c'est un peu théorique. Donc c'est un chemin, parce que être en contact avec soi, c'est pas du tout évident. Être en contact avec le vide, c'est pas du tout évident, c'est pas un truc qui se fait en 2 minutes. Sortir des schémas répétitifs, alors là je vous raconte même pas comment c'est compliqué. Donc tout ça, ça a l'air facile, mais pas du tout. Et puis c'est audacieux et courageux d'avoir envie de prendre la direction de l'autonomie. Et je rappelle, l'autonomie, pour moi la définition, ce n'est pas le sous-attachement, c'est pas faire en mode privation, je me prive de liens et d'histoires d'amour, c'est je m'attache sans me surattacher ni me sous-attacher, ni en évitant, ni en surpriorisant, survalorisant la relation, comme quoi, oh là là, si j'ai pas ça, si je suis pas dans les bras, si je dors pas avec quelqu'un, mais oui, mon doudou, comment je vais faire cette nuit, mon Dieu. Bon. Voilà, bon, vous connaissez, parce qu'on est tous un peu là-dedans. Bon. Donc voilà, et puis pour faire le lien dans mon dernier bout de développement avec la santé mentale, j'ai parlé des profils amoureux. Donc j'avais développé cette grille de lecture des 5 profils amoureux liés aux 5 blessures aussi, hein, qu'on trouve. Je trouvais intéressant, moi j'ai toujours aimé les modèles, hein, je vous ai dit, donc je me suis intéressée à l'énéagramme, le MBTI, enfin toutes les grilles de lecture possibles et imaginables. Encore maintenant, à chaque fois je trouve un modèle, j'aime bien les modèles théoriques. Je trouve intéressant parce que ça parle quand même ça permet d'avoir des informations et d'avoir avec notre adulte des compétences de traiter, de réfléchir, de prendre un peu de recul pour voir, ah mais comment je fonctionne, tiens, est-ce que je fonctionne plutôt comme ça. Et ce travail que j'avais fait sur les 5 profils amoureux, justement, ça met en lumière que dans nos traits de personnalité, mais on est aussi très pris, possédé par nos conditionnements et nos croyances et nos attitudes et nos répétitions comportementales et on adhère à certains trucs et on croit que ceci est vrai. Et donc dans les 5 profils, j'avais mis en lumière comment, sans le savoir, après justement en connaissant nos profils, on commence à les connaître, à savoir quels sont nos conditionnements, mais sinon... souvent, on ne sait pas qu'on est accroché, par exemple, à l'idéal romantique ou à l'intensité, parce qu'on est dans ce profil. Et c'est normal, puisqu'on fonctionne comme ça, c'est notre profil qui fait ça. C'est même pas nous, on n'a pas tellement le choix. Dans notre profil, on fonctionne comme les mêmes gens dans le même profil. D'accord ? Donc, par exemple, moi j'avais... parce que chaque profil que j'ai déterminé, que j'ai décrit, qui renvoie à la grille de Wilhelm Reich, hein, j'ai rien inventé au niveau de la grille de lecture, mais j'ai repris ça à ma sauce et je trouvais ça intéressant. Chaque profil a besoin de comprendre que la porte de la libération, c'est-à-dire les pistes pour aplanir un peu ses traits de personnalité où il va se surattacher ou sous-attacher. Par exemple, si je prends le premier, je parlais un peu ce que j'ai appelé le frileux de l'amour. Le frileux de l'amour, c'est la personne qui va plutôt être en sous-attachement. Donc, frileux, je vais préférer ma solitude, un peu ermite. Je la fais en cours, hein, je l'ai développé dans le bouquin et dans des conférences que j'ai données. Et donc, du coup, je mets un peu à distance les autres. Je monte dans ma sphère intellectuelle, je veux comprendre le monde. C'est important de comprendre le monde, etc. Voilà, donc c'est tout un profil qui va être plutôt dans le sous-attachement et qui, du coup, va se priver. Il y a une aspiration énorme à la connexion et en même temps va s'en priver par peur, par anticipation d'une énorme souffrance qui a été non archivée dans le passé. Vous me suivez, c'est bon ? Voilà, donc ça c'est pour le frileux, et donc on va, si je fais un truc sur la santé mentale ce soir, bon bah c'est pas terrible. Donc la porte de libération, c'est la connexion, c'est juste redescendre, atterrir dans son corps, et puis vivre, éprouver dans le corps, physiquement, sensoriellement, voilà. Le frileux a peu de sensorialité, enfin peu de
de discrimination dans le sensoriel. Donc c'est aussi des profils qui peuvent aimer l'intensité. Les profils qui aiment l'intensité, hein, c'est souvent, moi j'appelle ça l'agitation ou la surexcitation, enfin appelez ça comme vous voulez, beaucoup d'agitation mentale aussi, c'est souvent des personnes qui ont un spectre assez pauvre dans la discrimination sensorielle. C'est-à-dire souvent lié, enfin bon, moi je fais l'hypothèse que c'est souvent lié au trouble de la dissociation. C'est-à-dire que quand j'ai beaucoup de traumatismes répétés dans l'enfance, où il suffit d'un gros peut-être, et bien que ensuite apparaît une diminution du spectre sensoriel. Je vais sentir moins fort, je vais sentir moins de choses, je suis un peu anesthésiée. Et donc dans cette forme d'anesthésie générale, sentant moins, j'ai besoin de sentir fort pour sentir émotionnellement ou en sensation forte, ce qui va me créer une addiction à l'intensité. Parce que, bon, après je ne vais pas tout vous expliquer là-dessus, mais c'est intéressant de voir que quand ces profils qui sont addicts à l'intensité, c'est pas du tout un hasard en fait. Et le retour à un élargissement du spectre sensoriel, de la discrimination, je vais sentir l'intensité ici et maintenant, mais dans des choses simples. Je vais regarder un joli paysage, hop, je vais sentir l'intensité. Je n'ai pas besoin de me connecter dans le regard, un mort d'amour, chewing-gum contre chewing-gum, ça y est, c'est l'intensité. Il n'y a pas que ça. Donc je vais apprendre à discriminer davantage pour sentir l'intensité autrement, du vivant, et revenir à quelque chose du sentiment du vivant. Après, ça se travaille aussi en thérapie, il y a des thérapies de la dissociation, et bon, ça se travaille. Hein. Mais c'est intéressant comme piste, savoir qu'on peut quand même, souvent, pas tous, mais on peut quand même faire bouger quelques lignes et ne pas rester dans notre profil et en connaissant notre profil, c'est ça l'idée pour moi, c'est de voir comment on peut s'aider soi-même ou aller voir un thérapeute ou faire quelque chose pour sortir un peu de cette prison qui est des liens qui nous font pas du bien en fait. Dans la privation, on n'est pas tellement heureux non plus, hein. On gère seul, mais en fait on est quand même dans la privation. On a des liens assez pauvres en fait, ou assez peu... de non-confiance, on ne fait pas confiance aux autres. Les humains, en général, chez le frileux, ils n'ont pas confiance. L'altruiste, alors je le fais rapide parce que je ne sais pas combien de temps, il ne m'a pas dit, j'ai combien de temps là? Parce que moi je déborde tout le temps, vous ne me dites pas combien il me reste? Il me reste 5 minutes. 5 minutes, ouais. Très bien, je vais y arriver. Donc l'altruiste, lui c'est un profil, je parlais là, je donne tout, je m'oublie à travers la connexion à l'autre. Voilà, j'aime pour être aimé. Donc, je suis dans le profil du sauveur. On en a parlé. Vous le verrez si vous allez il y a des tests aussi, des profils de personnalité sur mon site. Chaque profil, pour savoir si vous êtes dedans, faites un test. J'avais même créé, c'est en accès libre, j'avais même créé des petits modules très courts pour les pistes pour sortir concrètement, d'être un frileux, d'être un altruiste. Donc l'altruiste, c'est je m'oublie et je me perds dans la relation. Évidemment, c'est pas très sain, hein, même si au contraire, il y a une envie de donner pour faire plaisir et pour me faire plaisir quand je fais plaisir. C'est un peu excessif, donc forcément, c'est pas terrible, on s'oublie là-dedans. Le profil du planqué, c'est le planqué de l'amour qui est la blessure au rejet. Hein, donc j'ai tellement peur d'être rejetée, de perdre le lien, que du coup, je ne suis pas authentique. Donc je dis pas vraiment ce que je pense, je le dis un peu, je ralote un peu, mais je mets pas vraiment des limites, je confronte pas l'autre vraiment à ce qui se passe et qui me dérange. Et du coup, je deviens passif-agressif. Je finis par prendre la fuite en ayant collectionné des timbres et des timbres et des timbres. Je dis pas, je dis pas, je dis pas. Alors, je collectionne, ça passe plus. Et à un moment donné, je fais bon, ciao, bye bye. Voilà, salut. L'autre, il comprend pas. C'est les trucs de ghosting. Ouais, c'est ça. Et puis, je me sens coupable de faire du mal, donc je dis pas trop, je m'en vais comme ça, en soit pointe des pieds. Mais l'autre ne sait toujours pas les vraies motivations, parce que j'ai raloté un peu, mais j'ai pas vraiment dit au fur et à mesure, ça va pas, c'est pas négociable, ça va pas. Je veux pas perdre le lien quand je suis planquée, donc je suis surattachée. Hein, donc ça, c'est un profil surattaché. L'altruiste aussi est surattaché. Le premier, le frileux, est sous-attaché. Je suis en train de faire des liens là tout de suite. J'invente des trucs quand même pas. Le quatrième, c'est l'alpha. L'alpha, c'est le contrôlant, hein, c'est celui qui drive, qui est fort, héroïque. Moi, je craque pas, moi, je vais te protéger. Qui prend toujours des objets fragiles, des petites chéries fragiles ou des hommes un peu fragiles pour pouvoir les couver, comme ça, les protéger. Et en même temps, ça leur dessert, parce que c'est une manière de prendre le contrôle sur l'autre, de les infantiliser, de ne pas leur permettre d'être... il les rend dépendants, en fait, en disant, moi, j'assure, même si tout va bien. Avec moi, tu iras très loin, je serai stable, je vais te protéger. Bon, d'accord, mais ça infantilise l'autre qui ne peut pas
se rendre compétent, se débrouiller seul, se rendre autonome, parce que l'autre, il appelle, évidemment, c'est des enfants blessés qui attendent le sauveur. Alors, ça les arrange bien. Mais voilà, donc ça se joue comme ça, c'est des postures de pouvoir, et l'alpha doit aussi se rendre compte à un moment donné qu'il va triompher, d'accord, mais dans sa solitude, parce qu'au bout d'un moment, les dépendants, ils en ont marre, ils finissent par se barrer aussi, donc c'est aussi malsain. Donc du coup... oui, au final, quand ils se soumettent, ils sont babas devant les alphas, hein, ils sont comme ça, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, il est héroïque, qu'est-ce qu'il est, il est puissant, il est ceci, cela, il est brillant, puis à un moment donné, ils n'en peuvent plus de se soumettre, donc ils prennent la poudre d'escampette à force d'avoir somatisé, c'est souvent le cas. Bon, ça c'est pour les alphas, donc ils ont aussi un petit travail à faire de remise en question dans le rôle du sauveur, et donc c'est la vulnérabilité surtout. Et puis, vous avez, je l'ai dit, le planqué, l'alpha, le planqué, je ne l'ai pas dit ici. Si, je l'ai dit. Il me reste le 5e qui est le clivé. Le plus compliqué, hein, parce qu'en général, quand on a le frileux, on les a tous. Donc, le clivé de l'amour, bah, c'est celui qui clive, en fait, qui ne peut pas donner son sexe et son cœur très longtemps. Donc, il ne peut pas tout donner. Il ne peut pas avoir une relation saine, parce que il va se cacher, il va présenter une apparence de quelqu'un de brillant, de quelqu'un qui assure, de quelqu'un qui donne le change. Dans les apparences, surtout avec des gens qui ne connaissent pas bien, toujours quelqu'un qui est très charismatique, etc., qui est beau, qui est séducteur, qui est tout ce qu'on veut, souvent avec des traits narcissiques, mais au fond, il y a de la honte, le schéma honte-imperfection, et donc une petite personne qui s'y cache derrière, et qui compense par ce mode-là, et qui au final peut être plutôt dans le sous-attachement du coup. Au départ, ça peut jouer les violons, et puis après, ça part en fuite, je donne plus mon cœur et pas mon sexe, où je donne que mon sexe et pas mon cœur, mais parce que derrière, il y a une profonde honte et d'imperfection. Je ne suis pas à la hauteur et je ne peux pas soit assez être à la hauteur pour l'autre, ou je ne suis pas assez quelqu'un de bien, et l'autre, après, n'est pas aussi quelqu'un de bien, il va me frustrer, je gère mal la frustration. Bon, donc le clivé, c'est un profil un peu spécial, mais quand on est dedans, ceux qui sont dedans, qui m'appellent, ils ne consultent pas toujours, mais quand ils consultent, ils sont aussi en souffrance. Ils ont aussi un dysfonctionnement à l'attachement qui est des fois en sur et des fois en sous, ce qui crée souvent des attachements ambivalents et qui font beaucoup de dégâts autour d'eux quelque part dans la relation amoureuse. C'est les autres qui souffrent souvent. Donc voilà. Donc tout ça pour rattacher à la santé mentale, parce que je vais boucler en disant que c'est intéressant aussi d'avoir des grilles de lecture. Alors celle-là, cette grille-là, ou d'autres grilles de lecture de la personnalité, pour essayer de mieux cerner. Pour moi, je me souviens toujours que ce qui m'a marqué dans ma vie, c'est un de mes enseignants, qui était un enseignant pour le coup spirituel, qui disait il n'y a qu'une chose qui importe, s'il y a un sens à la vie, parce que vous savez que le sens à la vie, c'est inhérent, c'est comme la définition de l'amour. C'est chacun a sa définition, il n'y a pas un sens à la vie, chacun a son sens de la vie, ou doit trouver son sens de la vie en tout cas, il n'y a pas de vérité là-dedans. Et donc s'il y a un sens, je sais plus, j'ai perdu le fil, non, des fois je me perds. S'il y a un sens à tout ça, c'est, ah oui, avec la santé mentale, c'est de dire, bah oui, mais en se connaissant mieux, est-ce que c'est pas être la meilleure version de soi-même, je rends de ce terme, je trouve ça nul, c'est hyper anxiogène, non, mais il faut que je sois meilleure. C'est pas de m'améliorer, c'est plutôt de voir, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux bouger ou pas. Moi, j'ai pas beaucoup d'ambition sur l'idée de se libérer de tout, pas du tout. Mais est-ce que je peux, en me connaissant mieux, déjà me réapproprier ma part, qui est ma part de responsabilité dedans, puis comment je peux mieux prendre soin de moi, surtout. Parce que ça, j'ai le pouvoir d'agir sur moi, j'ai pas tellement le pouvoir d'agir sur l'autre. Mais quels sont mes besoins? Comment je peux être plus stable? Je parlais de la stabilité, comment je peux me sentir plus sécure? Comment je peux apprendre à me faire du bien? Déjà, ça, c'est juste un truc énorme, quoi. Et puis ensuite, dans la relation, est-ce que je peux comprendre les endroits où je vais soit me surattacher, soit me sous-attacher, et que c'est pas terrible, en fait, parce que je vais me priver d'une relation d'adulte à adulte, on va dire ça comme ça. Et que là, ça peut être plus chouette, où on peut aussi parler, si je parle en mode autonomie, d'interdépendance. À la fois, je peux dépendre de toi, et à la fois, je ne dépends pas complètement de toi, parce que je peux aussi faire seule. Donc, c'est ces allers-retours entre je peux faire seule, mais c'est mieux quand je suis avec toi, mais je ne dépends pas tout de toi, mais en même temps, je ne me prive pas du lien. Parce que voilà, c'est aussi chouette d'être en lien. Donc voilà cette idée un peu que je développe par rapport à la santé mentale. Et Dieu sait si la perfection c'est une posture impossible. Donc l'idée, c'est pas d'être tout le temps dans des attachements sains. C'est complètement irréaliste. Mais c'est plutôt de voir que parfois, on peut se stabiliser davantage et c'est chouette. Mais parfois, on peut régresser aussi. Il y a des gens, ils font des tours de manège. C'est-à-dire qu'ils vont mieux. Et puis après, hop, ils repartent. Mais c'est normal, ça. On repart...
On est restimulé dans une nouvelle relation et on repart comme en 14. Donc c'est OK, c'est humain. C'est pas un problème. Le travail de thérapie, c'est pour la vie. Non, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est normal. On ne peut pas avancer comme ça, être une meilleure version de soi-même. Ça n'existe pas, ça. Donc c'est humain aussi de s'accueillir et de s'accepter comme on est, avec des fois ses travers et des tours de manège, et on repart et on recommence. Et souvent, on repart, mais avec plus d'acquis de ce qu'on a compris, pigé, grandi de nos expériences précédentes quand même. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Voilà, merci. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi. Peut-être qu'on peut passer à la séance de questions-réponses, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Voilà. Voilà. Je donne le micro à qui? Merci. Oui, bonsoir. Donc, du coup, dans une vie, est-ce qu'on peut être, par exemple, à un instant de la vie, être dans le surattachement, ou être dans le sous-attachement, ou dans le clivant? Le clivé? Le clivé, voilà. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. De faire... C'est même réaliste, c'est même prévisible, on va dire ça comme ça. Parce que quand tu es dans le surattachement, donc tu fais partie plutôt des gens qui s'agrippent, qui se cramponnent, ou qui croient beaucoup à la relation amoureuse, qui appellent le sauveur, etc. Tu as compris? Et puis quand tu passes par là et que tu souffres beaucoup, au bout d'un moment, tu dis basta, moi je vais me reconstruire en mode solo, maintenant je vais mettre mes limites, maintenant nanana, maintenant je vais me débrouiller seule, maintenant je vais être compétente, maintenant je peux faire sans l'autre. Donc tu passes en mode contre-dépendance. Et souvent tu passes en mode sous-attachement, c'est-à-dire je vais me encore faire, je vais y aller, oh là là, tu vois, avec, pas avec fébrilité, mais avec beaucoup de méfiance. Et du coup, il y a beaucoup d'anticipation de se refaire souffrir dans la relation. Et du coup, bah, tu passes en mode sous-attachement. Et ensuite, l'idée étant de ne pas en rester là. Tu vois, l'idée étant de vraiment de piger que, ok, et je le dis sans arrêt, c'est pas parce que vous avez souffert avant que vous allez ressouffrir après. Soyez fort de vos acquis, faites-vous confiance. Il y a des acquis qui se font avec le temps quand même. Donc, et puis même si vous êtes restimulé, bah, c'est pas grave, vous verrez ce qui se passe. Mais vous arrêtez d'être un cœur brisé, un cœur desséché, je ferme à tout le monde, je généralise. Ça, c'est des biais catastrophes, quoi. Oui, mais c'est l'expérience, et c'est en fait rectifier après ces comportements. Oui, c'est ça. D'où l'intérêt de faire des expériences. Alors moi, j'étais une grande exploratrice, hein, donc j'ai trouvé toujours intéressant, et je disais sans arrêt, je le dis toujours, mais retournez-y à la relation. Arrêtez de faire genre, bon, bah ça y est, j'ai morflé, donc j'arrête. Retournez-y en ayant des acquis. Mais si vous y retournez pas, vous êtes cœur brisé, desséché, vous allez mourir comme ça, quoi. Donc après, on peut se faire des communautés d'amis, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé d'entrer dans la relation amoureuse. Mais c'est aussi le lien, ça peut être vraiment sympa. C'est des endroits d'exposition. Il y a des moments où on n'a pas besoin de s'exposer, où on a besoin de se protéger, se reconstruire. Mais c'est quand même intéressant de ne pas fermer son cœur à jamais. Sinon, tu es froide de chez froide, tu es là, un peu mortibus, tu es zombie, quoi. Voilà. Donc pour une fois, c'est bien qu'on m'entende aussi dire ça, parce que souvent on dit « Ah oui, mais toi, tu crois à l'autosuffisance ». Mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit qu'il fallait rester autosuffisant. Jamais de la vie, c'est pas du tout un concept que je développe.